Ok, alors toi, il faudra que tu dises une personne tombe Ouais. au feu, drap gratté. Ça veut dire quoi? Drap gratté? Ouais. Ça veut rien dire. Comment je peux caser ça, moi? Toi, il va falloir que tu casses fast food. Ça va. Personnage gourmand. Et tout est sans dessus-dessous. Pour un jeu de société, ça va. Drap gratté, ça déconne. Je vois pas comment je vais faire ça. Bonjour à tous, bonjour Sylvain. Bonjour. On se retrouve pour la 64e vidéo news. C'est ça. La vidéo news, c'est le format dans lequel on vous parle de l'actualité du monde du jeu, des jeux qui viennent tout juste d'arriver en boutique et de ceux qui sont arrivés jusqu'à sur nos tables et qu'on peut vous présenter dans la deuxième partie de cette vidéo. Et dans la troisième partie, on reviendra également sur l'actualité puisqu'il y a eu le résultat de l'As d'Or, les 3 jeux qui ont remporté le prix. Et puis nous, on a un jeu à vous faire gagner, on va vous faire gagner Viking Saga. Donc rendez-vous en fin de vidéo. Mais comme d'habitude, on va commencer par remercier les gens qui nous soutiennent, c'est-à-dire vous. Et donc vous avez 3 manières de le faire. Soit en vous abonnant directement à la chaîne, soit en achetant vos jeux directement en utilisant les liens d'affiliation qui sont dans la description de la vidéo. Et enfin, grâce aux dons que vous pouvez nous faire sur Tipeee. Et sur Tipeee, on remercie cette semaine Tuss, Chacado, Patrick, Perilara et Kira7. Et merci beaucoup à vous. Oui, merci à vous. Et également, on en profite pour remercier notre sponsor, Board Game Arena, la plateforme de jeux de société en ligne sur laquelle vous pouvez affronter des joueurs du monde entier. Et cette semaine, la nouveauté sur Board Game Arena, c'est l'arrivée du jeu Blue Sky. Il y a eu plein de nouveaux jeux ces dernières semaines, entre Abyss, Quetzal qui arrivait également. Blue Sky, je ne connaissais pas. Donc c'est un jeu Rio Grande, donc un éditeur quand même qu'on connaît bien et en général qui fait des bons jeux. Ça sert aussi à ça, Board Game Arena, à découvrir pas mal de jeux. On en a découvert plein au moment de Noël. On en découvre un nouveau, un jeu dans lequel on va gérer des compagnies aériennes. Donc voilà, moi j'ai pas joué, je vais y jouer cette semaine et puis on aura l'occasion d'en reparler si ça nous plaît bien puisqu'on organise très régulièrement des tournois sur la plateforme. Et on commence par les sorties de la semaine, les jeux qui viennent d'arriver en boutique et on remercie les éditeurs et les boutiques d'ailleurs qui nous donnent des informations parce que très souvent on pioche nos informations sur les annonces de Philibert. Le premier jeu dont on va vous parler, c'est The Last Bottle of Rum. C'est un jeu qu'on avait présenté, donc la vidéo est toujours disponible sur notre chaîne au moment du Kickstarter. Et je crois, alors je me trompe peut-être, mais je crois que c'était notre première vidéo en partenariat. Donc ça remonte au début de l'année dernière. On était encore dans l'ancien studio. Donc n'hésitez pas, si vous voulez plus d'informations sur le jeu, vous pouvez retourner voir la vidéo. Et on continue les sorties de la semaine avec un jeu qu'on vient de recevoir. Il s'agit de Reflet d'acide. Et donc, on remercie l'éditeur qui nous l'a envoyé. Comme tu le signales, on l'a tout juste reçu, donc on n'a pas eu le temps d'y jouer. C'est un jeu qui demande un peu de temps. On a vu que c'était jusqu'à 3 heures de jeu selon les modes. C'est ça, il y a un mode coopération qui dure 90 minutes et il y a un mode compétition qui dure jusqu'à 180 minutes. Donc oui, il faut du temps. Voilà, avec donc plein d'aspects différents, des règles qui sont pas très complexes a priori, mais le temps qui est nécessaire pour faire des parties, ça crée de l'épique. Pas vous en dire beaucoup plus pour l'instant. On voit des illustrations type manga avec un gars avec toi qui a la main qui crie au feu, au feu. Voilà, je viens de caser mon premier mot. Désolé. La semaine dernière est sorti Lueur. Vous avez été quelques-uns à nous signaler qu'on n'avait pas présenté le jeu. Bon, on avait soit loupé l'information de la sortie de Lueur, soit on l'avait signalé la semaine d'avant. En fait, voilà. Je suis perdu là. On l'avait présenté, on l'avait zoomé il y a quelques semaines de ça, mais quand il sortait officiellement, donc la semaine dernière, on a loupé l'info et donc on l'a pas annoncé. Mais je me demande si on l'a pas présenté dans celle d'avant en fait, j'ai un doute. Je sais plus, il y a plus que ça, moi j'irai au moins 2 semaines. En tout cas, il est disponible si vous avez très envie de jouer à Lueur et c'est un jeu qui visiblement est assez attendu puisqu'on a pas mal de commentaires dessus. Il est disponible, vous pouvez l'acheter. Et on continue avec Ike no Koi, c'est un jeu de collection et de majorité. Et c'est pareil, on vous l'avait présenté il y a, ça remonte à au moins 3 semaines, un mois, dans une vidéo news. C'était une belle avant-première, un jeu assez malin, donc il m'a bien plu à l'époque. Vous pouvez retrouver donc, dans nos vidéos news si vous voulez avoir la présentation assez détaillée du jeu. Ouais. La semaine dernière, nous vous avions présenté Mot Malin. C'est un jeu qui m'a vraiment bien plu, moi, parce que j'ai envie d'y rejouer. C'est un tout petit jeu, un petit jeu de mots, d'association d'idées, assez simple, mais auquel, depuis, j'ai envie de le ressortir régulièrement. Les parties vont très vite. Tu me l'avais présenté sous la cloche. Voilà. Donc, si vous voulez revoir la séquence, elle est toujours disponible dans la vidéo news numéro 63. Et avec tous ces petits personnages gourmands qu'on voit sur le... C'est validé, ça ? Tu fais tellement pitié que je te le valide, ce mot-là. Non, je peux pas. Je l'ai passé un peu... C'est parce que j'ai l'impression qu'ils sortent d'un fast-food, c'est pour ça. Non. Le fast-food, il est validé. Personnage gourmand, je suis d'accord. D'accord, je te valide fast-food. Ok, ça va. Du côté des rééditions, le jeu Hansa Teutonica revient dans une big box. Oui, c'est un jeu que tous les amateurs de gestion connaissent bien. Hansa Teutonica, il revient dans une version de big box avec toutes les extensions à l'intérieur. Donc on ne l'a pas, celui-là on ne peut pas vous le montrer, mais il est paru. Par contre, celui qu'on peut vous montrer, c'est l'extension de Trek 12. Un nouveau petit carnet de voyage, donc Trek 12.
on le remontre, c'est cette boîte de Roll & Write avec des enveloppes qu'on ouvre à l'intérieur qui nous ramènent des petites surprises au fil de l'aventure. Ça rajoute de nouvelles enveloppes au jeu Trek 12 qu'on avait présenté sur la chaîne. Ouais, donc c'était un Roll & Write dans lequel donc, on avait une petite feuille à remplir, à cocher, et donc en fonction de certains résultats qu'on faisait, on avait la possibilité d'ouvrir des petites enveloppes, ce qui nous donnait des surprises supplémentaires. Et donc là, on a 3 nouvelles enveloppes. 3 nouvelles enveloppes qui vont se rajouter quand on a fini le jeu de base. On a des enveloppes bien garnies, des volumes à l'intérieur, une nouvelle aventure. C'est un peu scénarisé. On va suivre les aventures d'un personnage. Donc si vous avez adoré le premier jeu, si vous avez envie d'aller plus loin, vous êtes déjà servi, il y a déjà une extension. C'est ça. Super Meeple nous propose Gorinto. Il s'agit d'un jeu abstrait dans lequel on va devoir maîtriser différents éléments afin de construire un Gorinto. Ou une d'ailleurs, je sais pas. Moi j'avais très envie de faire une Gorinto. Tu sais ce que c'est? Ou non. C'est une pagode. Ah. J'ai regardé sur Wikipédia, mais j'ai oublié de regarder si c'était masculin ou féminin. J'avais très envie de faire une pagode, moi. Voilà. Donc justement, on va pouvoir le faire dans ce jeu abstrait, et c'est assez rare chez Super Meeple. C'est un éditeur qui s'est spécialisé dans les jeux de gestion, notamment dans les jeux où il y a quelques pages de règles. Et c'est pas une critique quand je dis ça, parce que c'est le type de jeu que je préfère à titre personnel. Les jeux dans lesquels on réfléchit un peu, on va beaucoup réfléchir dans ce jeu, puisque même si les règles sont très simples, eh ben, c'est un jeu abstrait, donc il y a un petit peu de réflexion. C'est vrai que là, malgré un tout petit peu de hasard au début de chaque manche, quand on va mettre en place, tout le reste, ça va vraiment être de la réflexion et du calcul. Donc comment ça marche? On va devoir prendre des tuiles qui sont au centre du plateau, dans la montagne, afin de les mettre et de construire notre pagode. Et donc évidemment, on ne va pas les prendre au hasard, on va devoir réfléchir en fonction d'objectifs qui ont été tirés au début de la partie. On a 2 types d'objectifs. Nous avons les couleurs. À la toute fin de la partie, on va avoir des points pour chaque tuile de la couleur qui est indiquée ici. Et il y a des objectifs qui vont varier à chaque partie. Moi, j'aime bien les jeux dans lesquels on ne va pas faire les mêmes stratégies à chaque fois parce qu'on n'a pas les mêmes cartes objectifs. C'est le cas de ce jeu. Ça renouvelle le jeu à chaque partie. Bah, ouais. C'est pas que ça renouvelle le jeu, c'est que ça change les réflexions. Donc dans cette partie, il fallait faire des choses qui soient très équilibrées, mais vous avez d'autres cartes, vous allez avoir d'autres parties, d'autres réflexions. Comment ça se joue? On va simplement choisir une des tuiles qui est située sur le chemin, c'est ça, autour de notre quadrillage, la déplacer dans le quadrillage, et en fonction de la couleur de cette tuile, on va prendre autour d'autres tuiles. C'est marqué ici, la tuile violette par exemple, elle permet de prendre des tuiles qui sont sur les angles. La tuile bleue, si je la déplace, mais elle n'est pas là, mais la bleue foncée, si je la déplace, je prendrai les tuiles dans la ligne. Bon, il y a quelques autres contraintes, on ne va pas rentrer dans les détails parce qu'on n'explique jamais tous les jeux dans la vidéo news, mais c'est un jeu dans lequel on va prendre des tuiles, on va les déplacer, on va calculer, et en fonction de la façon dont on joue, on ne va pas construire le même Gorinto. C'est ça, et évidemment, le plateau est commun, ça veut dire qu'au fur et à mesure de la partie, le plateau il va vivre, il va bouger. Donc à chaque fois, il faudra essayer d'anticiper, de réfléchir un petit peu, pour voir quel est le meilleur coup pour marquer le plus de points. Bah, c'est un vrai jeu abstrait, en tout cas qui donne des sensations de jeu abstrait, parce qu'il y a un petit peu de tirage au sort quand même, comme tu l'as dit, sur les tuiles qui vont arriver ici autour du plateau. Il y a un peu de tirage au sort et il y a un petit peu ce renouvellement qu'on disait au début de chaque partie où ce ne sera pas toujours les mêmes objectifs, donc on n'aura pas toujours les mêmes choses à faire, donc pas la même réflexion. Et ça, j'avais ce côté un petit peu fun dans Santorini à l'époque, oui, où c'est pareil, on avait un jeu abstrait très calculatoire, mais on avait à chaque fois des petits pouvoirs qui changeaient les différentes parties. Et donc ça, c'est un aspect que j'aime bien, mais dans Santorini, c'était encore plus fort, parce que j'avais vraiment l'impression qu'on réapprenait le jeu à chaque partie. On changeait les règles. Alors que là, les mécaniques centrales ne bougent pas. Ouais. C'est les scoring qui bougent. Donc la mécanique, au bout d'un moment, on va commencer à la maîtriser un petit peu plus. Il va juste falloir l'adapter en fonction des tirages. Enfin, qu'en dire de plus? Je pense qu'on a fait le tour. Vous savez maintenant si c'est un type de jeu qui peut vous plaire. Exactement, je ne le rentre pas dans ma ludothèque tout simplement parce que c'est pas mon type de jeu. Par contre, je pense que si vous aimez les jeux abstraits, ça vaut le coup de s'y pencher. Bah, moi j'étais content d'y jouer en tout cas. Il y a un an, vous étiez peut-être au Festival des Jeux de Cannes. On avait de la chance, hein, il y avait un festival l'année dernière. C'était il y a un an, là on devrait y être. Et peut-être que vous avez découvert le jeu The Good Race, puisque c'est un jeu qui allait être proposé en financement participatif sur la plateforme Kickstarter. Peut-être que vous avez participé, peut-être même que vous l'avez reçu. Alors normalement, si vous avez participé, vous avez déjà reçu votre jeu, oui. Et il faut savoir qu'il va également arriver en boutique, donc disponible pour tout le monde, à partir du 20 mars. Oui, c'est ça, et c'est pour ça qu'on vous le présente aujourd'hui. Alors The Good Race, c'est un jeu qui nous propose de faire une course. Ouais. On est dans les années 1930, en Afrique, dans une période, la période des grands aventuriers. Il y a des aventuriers qui partaient en avion, ça existait aussi en voiture. En voiture, oui.
Et dans cette période-là, alors ça a vraiment existé, c'est vraiment inspiré de faits réels, mais par contre ces courses-là sont imaginées par l'auteur, il s'est inspiré de l'histoire. Alors voilà, normalement la vraie histoire, selon ce qu'expliquait Maxence Vacher, c'est que Citroën et Renault, je crois, ils se faisaient un petit peu la guerre à qui réussirait à faire la meilleure voiture qui sera capable de traverser toute l'Afrique. Donc il n'y avait pas vraiment de course, ils n'ont pas fait ça en même temps dans la réalité, mais par contre il y avait quand même cette compétition entre les deux. Et à partir de cette histoire, de ce contexte, si vous aimez les jeux historiques, vous allez vous y retrouver, puisqu'on a un jeu de course, qui est un vrai jeu de course, dans lequel on va vraiment essayer d'arriver le premier à notre ligne d'arrivée. Vous allez vivre une aventure particulière. La mécanique du jeu se partage entre la gestion d'une main de cartes, les interactions entre les joueurs, comme ça arrive systématiquement dans les jeux de course, et une mécanique de programmation, puisque nous avons un petit plateau individuel sur lequel nous allons devoir gérer plusieurs éléments. Et tout comme dans n'importe quelle mécanique de programmation, un paravent derrière lequel vous allez vous cacher et vous allez programmer. C'est ça, et donc tu parlais des différents éléments à gérer. On voit ici qu'on a 3 jauges. On a une jauge d'essence. Évidemment, pour avancer sur une tuile, il faudra utiliser de l'essence. On le voit, hein, sur certaines tuiles, ça nous demande de dépenser de l'essence pour avancer. Oui, c'est ça. Par exemple, si une personne décide d'avancer et si une personne tombe sur cette tuile, je viens de caser un de mes mots, mine de rien, si une personne tombe sur cette tuile-là, il devra dépenser une essence. Il va perdre également une mécanique. Donc les mécaniques, c'est ces 2 jauges qu'on voit ici. On a une jauge qui va nous dire de combien on peut avancer pendant un tour. Donc évidemment, plus elle est basse, moins on avancera. Et celle-là, cette jauge-là va nous donner le nombre de cartes qu'on peut avoir en main. Donc on va devoir gérer tout ça. On va abîmer notre voiture, on va perdre de l'essence, on va devoir refaire le plein, on va devoir réparer notre voiture, etc. etc. Le fonctionnement du jeu est vraiment simple, hein. On programme. Donc oui, on essaie de calculer ce qu'il va nous falloir pour le tour suivant, et après chacun à son tour va utiliser un de ses personnages en fonction de ce que les autres ont programmé, donc on essaye de s'adapter. Et c'est un jeu de course, donc les interactions sont très très fortes. Forcément, si un joueur trace une voie, trouve un chemin qui est très intéressant, ça risque d'influencer les adversaires. Et si un joueur est très en tête, les adversaires vont essayer de le bloquer en lui mettant des bâtons dans les roues, c'est le cas de le dire. Parce que là, on l'a fait au début pour vous montrer un petit peu, mais normalement, au début de la partie, il n'y a aucune de ces tuiles-là. Donc le chemin reste à faire. Alors le premier joueur, il va devoir piocher des tuiles, placer, créer un chemin, et donc forcément, les joueurs qui jouent après, ils auront la possibilité de le suivre et de se faufiler. Et cet aspect-là, il est très ludique. Ouais. Le fait de piocher les tuiles, de les voir arriver, ça c'est un aspect que j'aime bien, moi. Le côté surprise, ça rend le jeu relativement léger, puisqu'il y a du hasard, il y a aussi des interactions, on ne maîtrise pas tout en réalité, puisqu'il faut vraiment jouer avec les... Il y a beaucoup d'opportunisme. Voilà. Ouais. Donc on parlait du fait que c'est une course, là on voit qu'on commence ici à Colombachar, on doit arriver à Cape Town, on peut très bien faire le chemin en sens inverse, et il faut savoir que là on joue l'Afrique, de l'autre côté du plateau, vous avez un autre. Ah, et voilà. On voit l'autre côté du... tout est sans dessus-dessous. Tu sais que j'ai fait le voler en le disant juste avant toi, tout est sans dessus-dessous. Mais je sais pas, il faudrait qu'on crée une règle là-dessus. Et donc là, vous avez l'Amérique du Sud, avec un nouveau plateau, avec des nouvelles villes. Donc évidemment, on vous a pas tout expliqué, mais il y a des choses qui se passent quand vous arrivez en ville. Il y a des choses qui se passent quand vous arrivez sur ces tuiles noires. On est dans la vidéo news, on n'explique pas toutes les mécaniques d'un jeu. Le but, c'est de vous donner les sensations que vous ayez envie, si le jeu vous correspond, d'y jouer. Et nous avons reçu l'auteur, Maxence Vacher, qui est venu pour faire une vidéo en partenariat avec l'éditeur Platypus Game. Donc cette vidéo, elle va arriver aux alentours du 20 mars aussi, puisqu'on la diffuse au moment où, si jamais vous avez l'envie d'acheter le jeu, vous avez la possibilité de le commander. Et nous, on réalise cette présentation un petit peu en avant, pour pas tout faire la même semaine, sûr, oui. Et pour vous présenter le jeu très rapidement, comme on le fait habituellement dans notre format vidéo news. Petite séquence spéciale, on va parler non pas d'un jeu qui arrive en boutique, mais un jeu que tu as reçu sur Kickstarter. J'en ai reçu plein cette semaine, et comme ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait les formats Kickstarter, on vous en montre un dans la vidéo news. J'en ai reçu d'autres, hein. Si tu es prêt à faire d'autres jeux de Kickstarter, là il y a plein de trucs qui nous attendent. Des vidéos spéciales. Non mais celui-là en fait il est magnifique. Et moi je fais jamais de Kickstarter, mais en fait celui-là j'étais tombé dessus à l'époque quand il était présenté et j'avais pris plaisir à regarder tellement il était beau. Donc j'avais pas franchi le pas d'investir dedans, mais regarde il est magnifique. Alors, et même les cartes. Il s'agit de Canvas et c'est un jeu dans lequel nous allons faire de la peinture et qui a une originalité matérielle. En plus d'avoir un traitement graphique de grande qualité, il y a des cartes transparentes à l'intérieur du jeu, des cartes que l'on va glisser dans des sleeves. C'est ça. Et pour réaliser des peintures très originales, très métaphoriques, mais surtout des peintures qui associent des symboles qui nous rapporteront des points de victoire. Ça, c'est la partie mécanique, mais par contre, au niveau de la partie thématique, c'est vrai qu'on voit qu'on a différentes illustrations sur chacune des cartes, et donc quand on va les insérer, eh bien, on voit que ça va créer vraiment une peinture avec un titre qui va se créer en plus.
Donc il y a vraiment ce côté contemplatif qui est très agréable, où on aime vraiment créer nos cartes, regarder un petit peu les dessins. Donc ça, je trouve très très chouette. Tu sais que les auteurs du jeu ont été assez loin dedans, puisque c'est la condition pour départager 2 joueurs à égalité. Ah oui, oui, j'ai vu. 2 joueurs sont à égalité, montrez vos peintures à un autre joueur, il y a une personne qui passe par là, il dira c'est toi qui as fait le plus beau dessin. C'est toi qui gagne. Ça gagne la partie. Ouais. Donc vas-y, mécaniquement, comment ça marche? Mécaniquement, on a un card draw, donc une rivière de cartes, comme on dit en français. On va choisir quelle carte on veut prendre. La première est gratuite, la deuxième, ça coûte une pièce qu'on laisse sur la première carte. Et qu'un joueur qui ramassera cette première carte pourra récupérer. Si on veut aller plus loin, il faut laisser des pièces sur toutes les cartes d'avant. Une fois qu'on a récupéré la carte, on la place devant soi. Une fois qu'on a 5 cartes transparentes, on n'a pas le choix. Il faut en mettre 3 dans un sleeve pour composer une œuvre. Donc c'est ça, à partir du moment où on a au moins 3 cartes, on a la possibilité donc de les empiler pour créer un sleeve. Si on en a 5, par contre, on est obligé de le faire. Et comment ça marche? Eh bien, à chaque partie, on va mettre 4 scorings différents. Donc les scorings changent en fonction des parties. Et on va devoir essayer de faire la plus belle œuvre pour gagner en fonction des scorings. Par exemple, ici, chaque duo de triangles nous rapporterait une médaille verte, et on voit qu'en fin de partie, si on a une médaille verte, c'est 3 points, 2 médailles, 7 points, etc. etc. Donc il faut essayer de faire l'œuvre à chaque fois qui va nous faire gagner le plus de médailles possible. Et c'est un jeu dans lequel vous allez avoir du choix, puisqu'à chaque tour, on a la possibilité de prendre parmi, en grosso modo, les 3 premières cartes, parce que c'est rare qu'on aille très très loin, sauf cas particulier, parce que ça coûte très cher de ramasser une carte qui est en bout de piste. C'est ça. Donc en général, on choisit celle qui nous arrange le plus parmi les toutes premières. Ce qui fait qu'on n'a pas un choix énorme dans la partie, puisque souvent, parmi les 3 premières, il y en a parfois une ou deux qui nous intéressent, et entre les deux, on va vite calculer laquelle est la plus intéressante pour soi. Et puis il y a l'aspect financier qui nous contraint très rapidement, puisqu'on ne va pas pouvoir, à chaque tour, s'amuser à ramasser la 3e. Ah bah non, oui, forcément, il y a des moments où il faudrait économiser, donc prendre limite des cartes qui nous intéressent moins, mais sur lesquelles on a le plus d'argent pour pouvoir ensuite aller plus loin. Moi, c'est un des côtés en fait qui m'a plu, ce côté finalement très, très limité, où on se casse pas forcément la tête à se dire alors attends, si je prends cette carte là, avec ça je vais faire ça, celle-là, et les tours durent 10 minutes parce qu'on a le joueur qui a envie de tout calculer, ensuite si je superpose comme ça, là finalement on n'a que peu de choix, donc on va assez vite à l'essentiel. Du coup, moi, c'est le côté qui me manque un peu, parce que j'aime bien calculer un petit peu quand même pour pouvoir me dire « Ah, je vais tenter quelque chose, je vais essayer. » Et en fait, là, on a joué une dizaine de tours de jeu pour récupérer toutes les cartes dont on avait besoin. Et sur ces 10 tours de jeu, il y en a peut-être 2 où j'ai eu l'impression d'avoir un vrai choix. Et le reste, j'ai pris la carte évidente, celle qui me convenait. Moi, j'ai l'impression d'avoir un peu plus de choix, de faire un peu plus ce que je voulais. Il y a même un moment sur les 4 objectifs, en une peinture, j'ai réussi à en avoir 3. Donc je me suis dit, bon, moi je fais une bonne partie et toi, tu avais l'air dans ton coin de pas réussir à faire ce que tu voulais. Mais au final, je gagne 26 à 25. Ouais. Et pour le petit détail, je gagne parce que j'ai eu plus de bonus que toi. Donc si tu veux, sur les objectifs en eux-mêmes, c'est quand même toi qui avais fait le plus haut score. Mais parce que j'ai pris, mais c'est ce que je te dis, j'ai pris la meilleure carte à chacun de mon tour. Ouais. En me disant, celle-là, c'est la mieux pour moi. Mais ça ne me donne pas une impression de choix. Donc ça ne me donne pas une impression d'avoir celle-là ou celle-là, mince, ça j'hésite, peut-être celle-là, ça va aller, je vais tenter. Non, je prends celle-là parce que c'est évident. C'est la seule qui me rapporte des points. Donc oui, j'ai pu faire des scores quand même, mais j'ai pas pu choisir. Ouais. C'est choisir que j'aime moi dans les jeux de société, mais ça c'est très personnel. Je fais partie des joueurs qui aiment bien avoir 4-5 choix à chaque tour, et alors parfois faire de mauvais choix, mais pouvoir en choisir un. Et là, non, il n'y a pas 4-5 choix, en tout cas pas dans les parties que j'ai vécues. En fait, les seuls choix que tu as, c'est le choix des cartes ici, qui sera parfois limité, comme tu disais, à 1, 2 ou 3. Et ensuite, le choix de comment tu vas mettre les cartes. Laquelle tu mets en première, laquelle tu mets en deuxième. Parce que, évidemment, si on a 2 cartes avec du bleu, il faut bien choisir laquelle va recouvrir l'autre, puisque c'est seulement celle qui sera visible qui sera scorée. Et ça, ce petit côté puzzle, j'aime bien. Ça, c'est un des aspects qui me plaisent beaucoup. Donc voilà, on vous a montré Canvas. Vous avez eu un échange de petites discussions qu'on a à chaque jeu en ce moment. Il est insupportable, Sylvain. Il aime plus rien de ce que j'aime, et inversement. Moi, j'aime tout ce qu'il aime pas. Tu te rends compte que du coup, sur nos tops de chaque mois, on n'aura pas les mêmes jeux forcément. Ah ça y est, ça change. Donc ça va être chouette. Ouais, c'est bien. Enfin de la discussion sur un monde de jeux. Et votez chez vous, qui a les meilleurs goûts? Et donc Canvas, si j'ai bien compris, c'est un jeu qui rentre dans ta ludothèque. Alors si tant est qu'on puisse partir sur ce principe-là, puisqu'il n'est pas encore commercialisé, mais oui, c'est un jeu qui... il est là, il peut être dans ta ludothèque. Je le prends. Non mais en plus l'objet est magnifique, on l'a déjà dit au début, je le redis maintenant, les cartes, tout ça, il y a un ensemble de choses, une petite mécanique qui est quand même plutôt sympa, donc oui, moi il rentre dans ma ludothèque. Et on se retrouve dans les profondeurs des océans pour vous parler rapidement du jeu Dive. Et vous voyez, le niveau monte, on a fait un décor incroyable, c'est Aline qui l'a fait, juste pour une séquence de vidéo news. Alors, presque juste pour une séquence de vidéo news, pour être plus exact, on vient de tourner une vidéo sur ce jeu, tu te rappelles? Ah oui. Une explication,
une partie, donc en partenariat avec l'éditeur, et on en profite pour vous en parler rapidement pendant la vidéo news. Cette vidéo-là, on va la diffuser au moment de la sortie du jeu. Comme tout est préparé, on se dit on va tourner notre séquence de vidéo news. Ouais. Comme ça, on n'aura pas à réinstaller le jeu. On vous le présente très rapidement. Dive, c'est un jeu qui va nous emmener faire de la plongée sous-marine. On va observer les poissons, les tortues, les requins, dont il ne faut pas trop s'approcher parce que ça va interrompre notre projet. Il faut les éviter, oui. Et on va faire une programmation. Donc on a des petits jetons programmation qui vont nous permettre d'essayer de deviner ce que l'on voit sur des calques transparents. C'est ça. Et donc, on voit ici qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 bulles qui correspondent à 5 niveaux de profondeur, et chaque niveau de profondeur est représenté par un calque. Et donc, l'idée du jeu est très simple, c'est qu'il va falloir tenter de regarder calque par calque, donc quand ils sont superposés, et essayer de deviner ce qu'il y a à chacun des niveaux. Donc après, on va regarder, mais auparavant, on essaye de deviner s'il y a un requin auquel cas on joue un jeton du côté requin. C'est ça. Ou alors des poissons, juste des poissons, et certains qui nous permettent d'avancer plus en avant, puisqu'on peut s'accrocher aux tortues. C'est ça, on a 2 types de tortues, les vertes qui nous font avancer de 1, gagner 1 point, les tortues rouges nous feront gagner 2 points, et on a également les raies manta qui permettent de rattraper le joueur qui est devant nous. Donc on ne va pas rentrer plus dans les détails de la mécanique, simplement les jetons qu'on va poser, ils seront en confrontation avec nos adversaires. Sur un niveau donné, il va falloir avoir un numéro plus élevé que l'autre joueur pour pouvoir profiter de ces tortues. Là, par exemple, regarde sur le niveau 1, on voit qu'il y a un requin et qu'il y a une tortue. Donc, dans l'exemple, si on voulait être en confrontation, il fallait qu'on ait mis chacun un requin. Sinon, le tour était perdu pour ce joueur. Et celui qui a la plus haute valeur gagne la tortue. Toi, t'as mis 5 J'avais mis un 5 quand j'ai vu que t'as mis 4. Mais non, j'avais mis 7 parce qu'on a la possibilité... J'avais mis 9. Ok, donc évidemment, il avait vu parce qu'il a triché. On joue normalement avec des paravents. Oui, qu'on a posé parce qu'on tourne une vidéo et quand on met des paravents dans une vidéo, on voit plus rien. Donc on ne rentre pas plus en détail, on vous l'a dit, on a fait une vidéo, nous allons pouvoir vous faire jouer, ce qui n'est pas évident en vidéo. On a filmé, on a essayé de faire en sorte que vous puissiez participer et on va vous montrer comment le jeu fonctionne. On vous donne un petit aperçu. C'est un jeu qui est particulier parce qu'on regarde à travers des calques et cet effet de profondeur, c'est quand même assez amusant d'essayer de deviner comment ça fonctionne, quel est le niveau de profondeur où se trouvent les différents animaux. C'est très original et on se prend très très vite au jeu en fait, d'essayer de deviner. Il y a même des moments où on discute les deux, on essaie de se piéger. Bon là en deux il n'y a pas de requin, on est d'accord, alors que c'est pas du tout un jeu coopératif. Et là tu l'as montré aussi, on l'avait pas vu en détail, mais il y a certaines tuiles qui ont des trous. Donc c'est pareil, ça peut nous piéger. On pense que c'était au niveau 2, mais non il y avait un trou donc c'était au niveau 3. Donc il faut observer, il faut réfléchir à tout ça, il faut essayer de programmer au maximum. Donc voilà, tout un ensemble de choses, c'est un jeu très simple, c'est un jeu très original dans sa mécanique. Moi ça m'a bien plu. On vous donne rendez-vous rapidement pour voir cette vidéo sur notre chaîne. Et on se retrouve avec Aline pour notre traditionnelle rubrique consacrée aux jeux pour enfants. On le fait presque toutes les semaines en ce moment. Et cette semaine, on va revenir sur des jeux de Djeco. Alors c'est des jeux qu'on avait reçus à la période de l'automne. Oui, vers le mois d'octobre, on avait déjà parlé de la gamme Little, qu'on avait utilisé ma collègue Aurélie et moi en classe et dont on avait parlé. Et maintenant, on va vous parler de Tapiquequa, qu'on a eu l'occasion de jouer. Oui, un vrai jeu pour enfants. Et puis moi, je vais revenir sur Guzzle, qui est aussi un jeu jouable à partir de 6 ans, mais on va voir que ça va au-delà. C'est vraiment un jeu de société familiale. On va commencer par le tien, Tapiquequa. Donc on l'a depuis octobre, parce que Djeco sortent souvent leurs jeux par gamme, en fait, par collection, un petit peu comme quelqu'un qui fait des vêtements. Mais je pense que c'est une question de réseau de distribution. Je crois qu'Abba, c'est un peu le cas aussi. Ils sortent tous des jeux par gamme. Ils arrivent en même temps. Nous, il nous faut un petit peu de temps pour les apprivoiser et pour vous les présenter. C'est pas tout à fait la même démarche que les éditeurs de jeux adultes. Tapiquequa, c'est un jeu de mémoire qui se passe dans une maison. Et la maison va être cambriolée. Et la famille va essayer de retrouver les objets qui manquent dans chaque pièce. On voit 4 pièces sur la table, le salon, la cuisine, la chambre et puis le jardin. Et donc on va avoir des objets dans ces pièces. C'est ça. Tous les objets sont dans le petit sachet. Il va falloir mémoriser ce qui était posé au départ sur les plaques et ce qui a été volé. C'est super parce que les enfants vont vraiment apprécier d'avoir cette petite enquête à mener. Mais avant de commencer, dans la règle, et à mon avis c'est vraiment très utile, dans la règle on nous dit qu'il faut d'abord présenter absolument tous les jetons aux enfants. Enfin, c'est un conseil qu'il nous donne, il faut présenter tous les jetons aux enfants pour se mettre d'accord sur la désignation des objets, pour vérifier ensemble le vocabulaire. Ah oui, parce que c'est un jeu de mémoire et de vocabulaire. On est dans les jeux pour enfants et c'est un éditeur qui connaît très bien les enfants. On va vraiment avoir une démarche et une approche qui leur permet de s'attribuer les mots et de pouvoir échanger dessus. On n'a pas cité les noms des auteurs, je me rends compte. C'est un jeu de Romaric Gallonier et Laurent Toulouse. Donc on les connaît un peu, Romaric Gallonier, c'est un auteur dont on parle assez souvent dans nos vidéos, on rate rarement ses jeux. Tu sais, c'est l'auteur de Yes notamment, qu'on aime beaucoup. On les connaît pour ses jeux qui ne sont pas des jeux pour enfants, il fait aussi des jeux pour enfants.
Une fois que l'appropriation du vocabulaire est bonne pour tous les joueurs, une fois qu'on a désigné chaque petit jeton, on les range dans le sachet et la partie peut commencer. Et alors la partie consiste déjà à attribuer des jetons pour chaque pièce. Donc on va en tirer combien, tu le sais? On en tire 12. La couleur du fond des petits jetons, elle correspond à la couleur qui entoure les cases lieux. Oui. Donc tout ce qui est bleu va dans la cuisine qui est bleue elle aussi. Tout ce qui est vert va dans la chambre qui est verte. Tout ce qui est beige va dans le jardin. Et le jaune, c'est pour le salon. Et du coup, on se trouve avec un nombre absolument inégal, hein, puisque c'est une pioche au hasard, d'objets répartis dans les pièces. Il y a ensuite une phase de mise en mémoire. C'est-à-dire que les joueurs vont regarder ce qui est situé dans chaque pièce pour pouvoir bien s'en rappeler, pour pouvoir retrouver les objets qui vont manquer par la suite. Alors moi, je me permets de mettre les objets à des endroits qui me paraissent logiques parce que j'ai pas du tout de la mémoire d'un enfant. Je vais avoir beaucoup de mal, je crois, à me rappeler. On va essayer, hein. Et bien c'est justement ce que la règle nous conseille, de mettre les objets à leur place pour pouvoir avoir une petite logique. Et rien que ça doit être super amusant pour les enfants. S'amuser à placer les éléments au Je bon endroit. pense que ce jeu qui est présenté comme un jeu de mémoire, c'est aussi beaucoup un jeu de vocabulaire et un jeu de syntaxe. Parce qu'on va pouvoir faire des phrases pour dire la casserole va sur le plan de travail avec des prépositions. Et de même, quand on va faire la validation, on va dire il manquait la lampe dans la chambre. Vous avez 10 secondes pour vous remémorer les objets. Et à 10, on change de plan. Et après, il va falloir que vous vous rappeliez de ceux qui manquent. Je te propose de faire le voleur et je vais essayer de repérer quels objets tu as enlevés. Tu vas en enlever combien? On doit en enlever à peu près 4. Alors en fonction du nombre de joueurs, ça va être différent. Si on est 2, c'est moi qui enlève les 4. Si on était 4 joueurs, les 3 voleurs en prendraient chacun 2, il me semble. 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 6, 5, 1, 0. Encore 13 au point sur ma numération. Alors, il faut que je trouve les 4 objets que tu as enlevés. Alors là, déjà, il n'y en avait qu'un, donc il n'y en a qu'un. Ensuite, sur les autres, je me rappelle qu'il y avait une feuille ici. Je veux bien récupérer ma feuille, s'il te plaît. Mon téléphone portable aussi, parce que j'ai absolument besoin de mon téléphone portable. Ma casserole. Je ne peux pas faire la cuisine sans casserole. Là, il y avait un autre truc. Mais c'était quoi? Un râteau, un truc comme ça? Tout trouvé. Ouais. Donc tu conserves tes jetons. Si jamais quelque chose était resté dans ma main et que tu n'avais pas réussi à te rappeler quoi, il était pour moi ce jeton-là. D'accord. Donc vous avez compris le principe de ce jeu. C'est le jeu T'as piqué quoi? Un jeu de Romaric Gallonnier et Laurent Toulouse. Deuxième jeu qu'on vous propose de cette collection de jeux de Djeco, il s'agit de Guzzle. C'est un jeu jouable à partir de 6 ans, donc accessible pour les enfants, mais c'est un jeu auquel les adultes peuvent jouer aussi sans aucun problème. Il s'agit d'une course de puzzle. Une bataille de puzzle, ouais. Une bataille de puzzle, comme son nom l'indique, dans laquelle on va faire un puzzle très simple, un octopus. On va essayer de recomposer un octopus. Bon, moi, je suis pas trop d'accord pour dire que c'est très simple. Je parie que je suis pas très bonne à ce jeu. Ah bah on est entre et je parie d'ailleurs que tu es très beau. On est entre le jeu de puzzle et le jeu de tuiles, puisqu'on va associer des éléments d'une manière logique. Notre but, c'est de recomposer l'octopus. Il a un corps central, il a des tentacules, il a 8 tentacules. C'est le principe de la pieuvre, hein. Et donc ces 8 tentacules, elles doivent toutes se finir par une fin de tentacule. Donc on place nos fins de tentacules sur le côté, on en a 8. Et ensuite, on va mettre tous les bras. Et nous avons 2 types d'éléments. Nous avons des traits qui sont simples, mais nous avons également des croisements. La difficulté de la réalisation de ces puzzles dépend du nombre de croisements que nous allons devoir placer. Si on veut commencer très simplement avec les enfants qui découvrent le jeu, on va utiliser uniquement 2 croisements. Il va falloir les placer et se débrouiller pour mettre nos 8 tentacules, et le premier joueur qui finit remporte la partie. Et si on veut complexifier un petit peu, eh ben on va rajouter davantage de croisements. Alors fais attention parce que ça c'est des croisements, mais ça c'en est pas. Oui, mais en fait la règle c'est des éléments, c'est pas le terme croisement qu'ils utilisent dans la règle, ils utilisent le terme des éléments qui ont 4 sorties. D'accord, ok. Eh bien on a quasiment expliqué le jeu, je te propose donc de s'affronter. Nous allons composer notre pieuvre en utilisant combien d'éléments? 2 2, c'est vraiment le niveau pour les enfants à partir de 6 ans. Bon bah 4. 4. Donc on va utiliser 4 croisements et on va composer le plus rapidement possible notre pieuvre. Tu es prête? Attends, je prends mes 4 croisements, je les mets vers moi. On va dire que je suis prête. Eh bien c'est parti.
Alors c'est assez technique parce qu'il ne faut surtout pas, surtout pas fermer une pieuvre, enfin fermer une tentacule, il faut qu'elles se finissent toutes, sinon il n'y aura pas moyen de terminer notre pieuvre. Moi j'ai déjà fait 2 tentacules. Mais je savais bien que ça allait pas être mon... Ton. Attends, Il manque une fin à ta phrase. C'est pas possible. Je sais même pas quoi faire. Si tu veux, j'accélère, comme ça on n'en parle plus. Le calvaire est terminé. C'est pas un calvaire, c'est rigolo, mais moi j'aimerais faire ça tranquillement. Ah bon, on peut le faire tranquillement, et là je pense que les enfants peuvent tout à fait s'amuser à faire leur petite pieuvre dans leur coin, ou alors on peut faire un, Je le savais, j'ai absolument pas l'esprit logique. Mais ça on le sait, hein, très souvent quand on fait des jeux de connexion de tuiles, c'est un domaine dans lequel j'ai un peu plus de facilité, et c'est justement un jeu qui va te permettre de progresser, Aline, dans ce type de réflexion. Et Dieu sait que j'en ai besoin. Et Sylvain n'aime pas du tout non plus. Ah non, moi j'ai pas dit que j'aimais pas. Je pense que j'adorerais le faire toute seule tranquillement, mais en bataille de puzzle, pour moi c'est compliqué. Il faut qu'on le fasse avec Sylvain, il faut qu'on le réinvite. Peut-être que je lui proposerai dans une cloche, dans le format cloche, tu sais, c'est le format qu'on fait à la fin des vidéos news, où on se fait un petit défi. En tout cas, je pense qu'il ne peut qu'être meilleur que moi, parce que j'ai été particulièrement efficace et rapide. C'est bien, c'est un bon début. C'est un bon début. Ah non. Donc nous, on ne l'a pas ramené à l'école, donc on n'a pas les retours des enfants. Puis c'est un jeu qui se joue à partir de 6 ans. Toi, tu as des enfants un peu plus jeunes dans tes classes. Donc 6 ans, c'est à partir du CP. On n'est pas du tout obligé d'y jouer à l'école d'ailleurs. Je pense que les enfants de cet âge-là, ils prendront beaucoup de plaisir, que ce soit à l'école ou à la maison. Et à la maison, on peut faire des variantes en permettant aux plus âgés d'avoir plus de connexion et aux plus petits d'en avoir moins. Ça va être un moyen de faire la bataille avec un handicap pour les parents. Ça va être vraiment intéressant, je pense. On arrive à la fin de cette vidéo, il nous reste 2 informations, notre concours sur Viking Saga et les résultats de l'As d'Or. C'est ça. Donc ils ont été dévoilés hier, il n'y a pas de festival de Cannes cette année, mais il y a quand même l'As d'Or, on connaît les lauréats de cette année. Alors première catégorie, la catégorie enfant, et donc le grand gagnant cette année c'est Dragomino. Bravo aux auteurs, Bruno Catala, Wilfried et Marie Faure. On l'a présenté en vidéo sur notre chaîne. Ouais. Catégorie expert cette fois-ci, The Crew, donc le jeu de pli coopératif. J'ai eu l'occasion de faire une petite vidéo avec Yellow pour présenter The Crew, donc c'était assez sympathique, un jeu qu'on aime bien. Et c'est un jeu qui est signé par Thomas Singh. Et enfin, dans la catégorie As d'or de l'année, le grand gagnant c'est Micro Macro Crim City. Et donc c'est un jeu de Johannes Zick, publié par Spielwiese, et donc en France c'est BlackRock qui le distribue. Un grand bravo à toute l'équipe. Un jeu qui est un peu inspiré du Où est Charlie, mais qui va au-delà du Où est Charlie. Alors tu vois, je suis pas dans la tête du jury, mais ce que je trouve rigolo, c'est que Dragomino, c'est un jeu qui va reprendre la mécanique bien connue du domino. Là, on est sur The Crew, c'est un jeu de pli, donc Belote, Tarot, c'est des jeux de pli. Et là, on est sur un jeu qui va s'inspirer quand même de Où est Charlie. Et je me dis que pour celui qui ne connaît pas du tout le monde du jeu de société moderne tel qu'on le connaît nous, bah, c'est une belle entrée en matière, parce que finalement, il y a ce message... Venez, c'est des jeux que vous connaissez peut-être déjà, c'est des mécaniques que vous connaissez, qui vont être modernisées, qui vont être revues au goût du jour. Donc n'hésitez pas à venir découvrir ces jeux-là. Donc tu es content de cette sélection ? Alors moi, je suis content pour, on va dire, à quoi sert le prix. Donc vraiment ce côté mise en lumière de notre passion. Par contre, après, moi, évidemment, comme tout le monde, j'ai fait ma propre petite sélection avec mes chouchous, mes favoris, en me disant, allez, j'espère que mon chouchou va gagner. Et moi, mes chouchous, vous les connaissez si vous suivez la chaîne. Paléo, c'était mon jeu expert vraiment préféré, parce que ça a été mon coup de cœur de 2020. Ça a été un vrai coup de cœur de 2020. Et pour la catégorie As d'Or, moi j'ai adoré Top 10, ça fait des années qu'on connaît, qu'on en parle. Donc voilà. D'accord. Donc nous on avait déjà fait des pronostics, donc je ne vais pas revenir sur mes pronostics. Maintenant que les jeux sont parus, je trouve que c'est le moment de féliciter les vainqueurs. Donc bravo, Blue Orange, Yellow, et puis BlackRock, donc, qui distribue Micro Macro. Bravo à eux. Et puis on va commencer la sélection de l'année prochaine. On va commencer à étudier tous les jeux qui viennent d'arriver, à regarder ceux qui seront peut-être sélectionnables, à faire des paris. Bon, on commence déjà la petite liste, mine de rien. Il y a déjà quelques-uns. Là, on est au début de l'année, mais on a déjà la petite liste des jeux qu'on aime vraiment bien. Donc, Ah, t'as déjà un jeu pour l'As d'Or 2022 ? Alors, je sais pas si c'est déjà un jeu pour l'As d'Or, mais moi, dans les jeux depuis le début de l'année, il y a déjà My City que je trouve très très bien. Donc après, j'ai aucune idée aujourd'hui de savoir s'il peut être s'il va être nommé ou quoi. Mais moi, dans ma catégorie coup de cœur, j'ai déjà My City, oui. D'accord. Bah, les paris sont lancés. On a le temps de voir beaucoup de jeux arriver d'ici la sélection de l'année prochaine. Et notre concours, donc vous avez la possibilité de gagner une boîte de Viking Saga. Et j'ai eu envie de sortir les 2 précédents jeux parce que j'en avais parlé dans la vidéo qu'on a réalisée sur Viking Saga. On a parlé des Tavernes de la Vallée Profonde, un jeu de Wolfgang Warsch.
Et nous avons parlé également des sorcières de Belcastel. Ah bah tiens, j'ai pris la boîte allemande. C'est pas les sorcières, tu te trompes C'est à chaque les fois. charlatans. Les charlatans de Belcastel, oui. J'ai pris la boîte allemande et l'extension française, ça n'a aucun sens. Je me suis perdu dans la ludothèque encore une fois. Donc les charlatans de Belcastel, c'est un jeu également de Wolfgang Warsch. Et pourquoi j'ai ressorti tous ces jeux-là? C'est parce qu'il y a un petit point commun dans la gestion du hasard. C'est pas étonnant que ce soit le même éditeur qui fait les 3 jeux. Et on aime bien les 3, hein. Les charlatans de Belcastel, il y a un côté stop ou encore. C'est un jeu dans lequel on va piocher des éléments dans un sac pour essayer de remplir sa marmite. Dans les tavernes de la vallée profonde, c'est également un jeu dans lequel il y a quand même des mécaniques qui s'adressent plutôt à un public de gens qui ont l'habitude de jouer aux jeux de société et donc qui n'ont pas peur de se plonger dans les règles, mais malgré tout une gestion du hasard qui le rend léger et accessible à tous. C'est le cas de Viking Saga. Je crois que c'est mon préféré des 3, moi. Ouais. Personnel. Je suis pas super fan des sorcières, des charlatans de Belcastel. J'ai souvent été frustré. Donc, en fait, j'aime bien le jeu et en même temps, je suis frustré moi dans mes parties. Donc, j'ai toujours envie d'y rejouer. Et puis, c'est pas tout à fait mon type de jeu quand même, une sorte de frustration. Alors que là, le côté épique me plaît pas mal. Il y a quand même le côté épique, on va raconter une histoire vraiment avec une aventure, des cartes, des decks de cartes différents. Alors moi les charlatans je l'adore vraiment. Oui je sais, c'est pour ça qu'on y joue souvent. Oui. Parce qu'il est quand même très très léger, donc même si on se plante, on essaie de faire notre potion, hop la potion explose, c'est pas grave, on joue au retour suivant, ça reste très léger et très fun. Donc, on s'est creusé la cervelle pour savoir quoi faire comme concours, à chaque fois on se pose la question, on trouve pas toujours des idées très originales. Est-ce que tu crois que le fait qu'il est 4h du matin, ça peut aider au fait qu'on n'ait pas beaucoup d'idées? Oui, on n'a plus d'idées. Donc là on va faire très très simple, on est en train d'essayer de reprendre notre Instagram, on vous dit ça tous les ans si vous suivez régulièrement la chaîne. C'est vrai en plus. Il y a toujours un moment où on a envie de le reprendre mais on s'y met tous. Aline fait régulièrement des photos en off, donc on essaye de faire les choses, on n'est pas très présent nous sur les réseaux sociaux. On en parlait, on voudrait même faire des petites vidéos où on dit rien en fait, mais on fait juste on n'y arrivera pas, on n'y arrivera jamais, on va essayer mais on n'y arrivera pas. Ça se trouve on va y prendre goût. Donc abonnez-vous à notre page Instagram, on a fait un post sur Viking Saga, vous nous laissez simplement un commentaire et on va tirer au sort l'un des commentaires parmi ceux qui ont participé. C'est l'occasion de gagner un chouette jeu, donc n'hésitez pas. Et on arrive à la fin de cette vidéo. Ouais. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo news et peut-être pour d'autres vidéos dans notre temps. On peut faire l'intervalle, c'est l'intervalle que je cherchais. L'intervalle. Est-ce qu'on peut faire quand même un petit bilan sur le jeu? Parce que je crois que j'ai gagné, moi j'ai casé au feu et j'ai casé une personne tombe, donc j'en ai 2. Toi t'as casé quoi? Eh ben moi j'ai casé très mal fast food. Ouais. Tiens d'ailleurs, je sais pas si tu as vu. Non, c'est trop tard, c'est fini là. Non mais sur cette boîte de micro-macro, là il y a un fast food. T'aurais pu le caser là. Mais du coup, devant le fast food, il y a plein de personnages gourmands. De personnages gourmands. Dommage. Voilà. On est encore dans la vidéo là. Ah non, c'est fini, j'ai annoncé que c'était la fin de la partie. Dessous. Belle victoire. Là, c'est le scoring là. Mais t'as pas placé non, drag raté. Alors, je te cache pas que dès le début, drag raté, je voyais pas comment le caser. Si vous avez une bonne idée, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Dans micro-macro, tu vois, regarde, lui il est là, avec un cœur. Et ce personnage-là, c'est pas le personnage qui a raté sa drague? Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires, abonnez-vous à la chaîne Un Monde de Jeux pour ne rien louper de notre actualité, et on vous dit à bientôt.